Il faut dire que c'est ce soir un duel du dimanche un peu particulier puisque d'habitude, vous avez l'habitude face à Robert Ménard, maire de Béziers, de voir un duelliste. Et ce soir, il n'y en a pas un, mais bien deux pour le prix d'un parce que ce sont les grandes gueules. Nos amis et camarades Alain Marchal et Olivier Truchot que nous recevons. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Benjamin, ravi d'être là. C'est bizarre d'ailleurs de se retrouver de l'autre côté. Ouais. Comment tu as dit? T'as dit ravi d'être là. Oui, ravi d'être là. Ben voilà. Il faut qu'on l'aime, Duhamel, pour venir un dimanche. Oui, ça c'est sûr. Et j'apprécie le geste. Avec Robert. Après, Alain Olivier, vous êtes là pour oui. ce livre. C'est pas seulement pour le plaisir d'offrir. Je dois de recevoir 20 ans. Ce livre, Les 20 ans des grandes gueules aux éditions de l'Archipel, 20 ans de succès. Et je salue bien sûr Robert Ménard, maire de Béziers. Je me suis dit, il a oublié. Mais non, mais bien sûr que non. Autre chose. Je suis ravi d'être en face de Et vous l'avez lu, Robert Ménard? Je l'ai même annoté. Ça, c'est les astuces de journalistes. On annote et puis en fait. Oui, mais il l'a lu, on en a parlé. On fait semblant d'ouvrir comme ça pour donner l'impression. Non. Je sais qu'il l'a lu et il a des choses à dire. On va bien sûr parler des thématiques d'actualité et on parlera dans un instant de ce livre. Messieurs, je voudrais qu'on commence évidemment par l'actualité internationale de la semaine, l'élection de Donald Trump, une vague rouge pour un président qui a les mains libres pour appliquer son programme. Et en France, c'est intéressant, déjà énormément de débats politiques sur les conséquences qui peuvent être tirées de l'élection de Donald Trump. Robert Ménard, vous êtes trumpiste ce soir, vous dites bravo candidat républicain. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours, c'est pas simpliste comme question, tu vois. Non, mais moi, ce qui m'intéresse plus que... D'abord, je suis pas américain. Oui. Non, ça nous a pas échappé. Et ouais, non, mais ça change tout. Moi, le regard que j'ai sur Trump, c'est me dire, il va nous mettre des putains de taxes pour le vin chez moi. Je te dis pas ce que ça va être. Sur l'Ukraine, mes copains ukrainiens, ils doivent s'inquiéter en ce moment quand même. Tu te dis ça, mais t'es pas américain. Moi, ce qui me sidère, c'est, j'écoutais encore les débats avec vous et avant sur votre antenne, c'est quand même de temps en temps, et puis des débats ici chez vous, de temps en temps quand même t'as des trucs, ça suinte un peu le mépris quand même. Je trouve par rapport aux électeurs de Trump, tu vois, ils seraient illettrés, donc les mecs sont assez cons pour voter pour lui. Ils seraient demeurés, donc les mecs qui votent pour lui sont encore plus demeurés parce qu'ils, c'est pas vrai. T'as pas un Américain sur deux qui a un débile mental et qui, comme il comprend rien, il vote sur Trump. C'est le même discours, chaque fois je dis, parce que c'est exactement la même chose. C'est le même discours que par rapport au Rassemblement national. Les types, ils sont xénophobes, donc ils votent pour le Rassemblement national. Ils font pas beaucoup d'études, donc ils votent pour Marine Le Pen, et ils sont tellement cons qu'ils comprennent même pas que Marine Le Pen est en train de les tromper. Tu vois, je veux dire, il faut arrêter avec ça. Et là où Robert a raison, c'est que la manière dont la campagne électorale a été suivie par certains confrères, je dis bien certains confrères, je parle pas de notre chaîne, à chaque fois, tous les reportages montraient les partisans de Trump, gros, en Harley-Davidson, aimant les flingues. Et ça existe aussi. Oui, mais c'est pas ça. Il y a pas que qui ont fait l'élection de Donald Trump, si tu veux. Voilà, il y a aussi toute une classe moyenne américaine dans des villes qui n'est pas forcément pour le port d'armes non plus et qui a fait l'élection de Trump pour les armes, pour le job. Là où Robert Ménard a raison, il y a une sorte d'aveuglement d'une partie des experts et des commentateurs sur ce qui s'est passé sur place, parce que c'est toujours pareil. On veut regarder le monde tel qu'on aimerait qu'il soit et pas tel qu'il est. Et c'est un peu ce qui se passe aussi en France la veille d'élection, où on ne se rend pas compte que Paris n'est pas la France et qu'il faut sortir des grandes villes et regarder un peu comment vivent les Français et voir aussi pourquoi les Français expriment une colère, notamment dans les... Si tu regardes les États-Unis uniquement par le prisme de New York ou de Washington... les gens, ils en ont ras-le-bol. C'est un peu les mêmes motivations ici. Regardez les conneries. Ils représentent les hommes blancs, hétérosexuels. Enfin, attends, et les latinos, ils ont voté pour qui Non, mais ça dit... Alors, c'est pas parce que vous êtes allé sur place, vous allez devenir un expert en 5 minutes. Non, parce que dans 2 minutes, on va avoir... Ça s'appelle un procès d'intention. Je n'ai pas dit un mot. Au contraire, moi, j'écoute. Et simplement, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, Robert Ménard, vous avez raison, et Alain Olivier aussi, sur parfois une forme de peut-être de déni ou de gens qui soit n'ont pas vu, soit n'ont pas voulu voir. Mais il y a aussi le profil de Donald Trump. Quelqu'un qui n'a pas voulu reconnaître sa défaite en 2020, quelqu'un qui est derrière l'attaque du Capitole. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de facilité? Mais pourquoi s'appeler? C'est ça qu'il faut... Oui, mais vous avez raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de facilité, Robert Ménard, à dire non, mais au fond, on n'a pas compris la profondeur du ressort du vote Trump. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas voir ce qu'a été ce candidat. Bien sûr, mais moi, ça m'est complètement étranger. Comment tu peux voter pour un type qui défend la famille? J'ai rien contre, tu trompes ta femme avec qui tu veux, avec les prostituées que tu veux, ou les escort girls que tu veux. Mais enfin, quand même, t'es pas obligé tu fais pas un éloge de la famille toutes les 5 minutes, tu fais un petit peu gaffe, non, tu fais gaffe à ce que tu dis. Comment tu peux mentir comme ça?
mentir. Mais moi, j'étais allé voir, je sais pas si vous l'avez vu, le film sur l'apprenti. Vous l'avez vu? Alors moi, je l'ai pas vu. Vous êtes non, mais pareil, c'est très bien. Mais c'est incroyable parce que moi, je suis sorti, je l'ai vu avant les élections. Et je me suis dit, putain de salaud. Non, mais toi, ce qu'il fait au mec, c'est d'une saloperie absolue. Et en même temps, ça te dit ça. Le film, il dit quoi? Il dit un truc. Moi, j'ai retenu un truc, c'est qu'il dit son avocat qui va abandonner lâchement et tout ça. Quel con, ouais. Et il lui dit, il faut jamais dire que tu t'es trompé. Tu as mais parfois les politiques mais il y a tendance à être un peu comme ça, non? Non, mais il y a du cynisme. Il y a du cynisme chez Trump. Moi, je suis pas convaincu qu'il croit tout ce qu'il raconte. Il a trouvé un positionnement. Il a trouvé une façon de prendre finalement les républicains et de s'imposer. Il y a du cynisme. Il y a effectivement ce refus de respecter les règles. Mais en fait, le problème, c'est que ce refus de respecter les règles plaît à une partie des Américains qui sont dans un vote anti-système. Il y a une détestation. Et pardon, mais quand on a vu des gilets jaunes chez nous vouloir prendre l'Élysée, on n'était pas loin d'un Capitole. Ouais. On l'a oublié ça parce que on regarde toujours les États-Unis. Oh là là, c'est terrible. Mais chez nous, on est beaucoup plus intelligents, beaucoup plus mûrs. Enfin, je vous rappelle que ces dernières années, on a été de crise en crise et notamment de crise démocratique, et que le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Et le point. La manière dont on avait parlé des Français qui roulent au diesel et qui fument des clopes aussi, c'était pareil. Quand tu es d'une ville comme chez moi, que vous connaissez tous les deux à Béziers et tout, tu te sens d'abord méprisé par Paris ou méprisé par Montpellier. Il y a une vraie coupure en France. La fracture entre les villes, les métropoles, et Paris et le reste. Et puis il y a un point commun quand même sur lequel on devrait s'interroger. Il rigole, j'ai pas compris. Non, pourquoi. pas du tout. Je repensais à ce que vous disiez sur le fait que j'étais devenu un spécialiste des États-Unis. Ah ouais. Moi, lui aussi depuis Béziers. Oui. Non, mais moi, je fais le mariole comme ça, mais c'est de la lecture. Non, il y a un truc, c'est l'immigration. L'immigration. Tant que la gauche, tant que les démocrates aux États-Unis et la gauche considéreront que c'est pas vrai que c'est un problème ou un petit problème. Biden n'était pas dans la négation, dans le déni sur ce terrain-là. Mais il n'a pas démoli le mur de Trump. Non, mais bien sûr qu'il l'a fait. Mais l'image qu'il a et l'image qu'elle a, avec ce qu'elle avait dit 4 ans avant, fait que les gens, ils se disent, ils prennent pas en compte. Il y a un problème de sincérité avec Kamala Harris dans son discours. Ouais. Voilà, ils prennent pas en compte la question qui est la question centrale. Juste, parce qu'on en parlait un peu en coulisses, mais il y a petite nouvelle qui est passée inaperçue, c'est toujours de la politique américaine. Il y a 3 jours, la maire de San Francisco, qui était proche de Kamala Harris, a été battue par un milliardaire démocrate, mais indépendant, qui est l'héritier de la famille Levis, les jeans, et qui a dit le laisser aller à San Francisco, Cool City, le côté bab, où on aide les drogués au fentanyl, Terminares. On va faire revenir l'économie, on va faire revenir... Ça. Il a dit Terminares. Il y avait en anglais, ça donne quoi? Il y avait un F au milieu, mais je sais pas si c'était voilà. Et donc, l'approche de Kamala Harris a été balayée aussi à San Francisco. Moi, ce qui me sidère aussi, c'est quand même que les mecs qui sont présents, et c'est vrai que c'est les gens qui ont le moins d'argent qui ont voté pour lui, qui votent pour un milliardaire. Vous trouvez pas parce ça? qu'il a réenchanté à sa manière le rêve américain. Avec Elon Musk à côté de lui. Il y a un peu de ça aussi avec Marine Le Pen. Là aussi. Elle n'est pas milliardaire. Elle n'est pas milliardaire. Il faut pas dire de conneries quand même. D'accord, mais c'est une grande bourgeoise. Et elle se fait élire par une partie des classes populaires. Il y a une vraie différence, c'est qu'en France, si je te demande combien tu gagnes, t'as honte de le dire et tu le diras pas. Le rapport à l'argent n'est pas le même. Attends, le rapport à l'argent, il n'est pas le même. Et en plus, quand même, moi, il y a un truc. Autre étonnement, c'est Elon Musk. Et c'est ce que je t'ai dit. Il était Oui, pourquoi? T'es étonné? Non, parce que quand même, je préfère Elon Musk à Bellatar. Tu vois, par exemple, comme conseiller, je trouve que c'est quand même plus classe. Oui. De temps en temps, il est plus classe. De temps en temps, malgré tout ce qu'on vient de dire. À minima, c'est pas exactement les mêmes réussites économiques. Mais voilà. Juste sur le scrutin américain, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en France, très rapidement, à peine Donald Trump élu, on a eu tout de suite des grilles de lecture qui se sont imposées sur le scrutin, avec les uns et les autres qui essaient d'en tirer les conséquences. Je voudrais par exemple vous faire écouter Éric Zemmour ce midi chez nos confrères de RTL, qui a présenté sa grille de lecture de la victoire de Donald Trump. Écoutez. Je pense que c'est paradoxalement pour ce que ses adversaires et les médias américains et français appellent ses défauts, c'est-à-dire sa brutalité, son indépendance. On va en parler justement. Et c'est pour cela qu'ils l'ont choisi. Il a un côté effrayant parce que les médias ont voulu faire croire aux gens qu'il était effrayant. La propagande médiatique a été absolument énorme. Vous, collectivement, les médias, vous avez bourré le crâne, comme on disait pendant la guerre 14, des Français, et le résultat est là.
Olivier Truchot, il espère être le Trump français. Moi, je pense que Éric Zemmour, il parle de lui-même. Là, Éric Zemmour, c'est l'anti-Trump pour lui. Éric Zemmour, c'est l'anti-Trump. Alors bien sûr, sur l'immigration, sur l'autorité, ils peuvent dire la même chose, mais je trouve que c'est l'anti-Trump parce que il y a une chose chez Trump qu'il n'y a pas chez Zemmour, c'est que Trump a vendu de l'espoir. Il parle d'un nouvel âge d'or des États-Unis. Donc en fait, il resserre le discours très positif du rêve américain que les Américains adorent. Éric Zemmour, il noircit quand on l'écoute. Rien ne va plus. C'était mieux avant. On est dans le c'était mieux avant. Et ce qui dessine à l'horizon, c'est quand même le chaos. Eh bien, je trouve que c'est la grande différence. Et peut-être que si Zemmour doit tirer des leçons de ce qui s'est passé à Trump, il doit donner de l'espoir. Je pense qu'un candidat, il gagne parce qu'il donne de l'espoir. Et c'est en grande partie pour ça que Trump a gagné. Absolument. Et puis, Trump, tu peux aimer ou pas aimer, il sait parler aux gens. À tout le monde. Éric, moi je lui ai dit 10 fois, t'arrêtes de citer toutes les 5 minutes des mecs que personne ne connaît en dehors de toi-même et tout. Il y a une espèce, en France, il faut toujours être un peu un intello, tu vois. Si t'as pas écrit 3 bouquins, c'est que t'es nul. T'as pas eu des... je suppose qu'on va en parler. Oui, mais Bardella, de Jean Damasio, on en parlera dans un instant. Une campagne à la Trump, elle est impossible en France. Comment? Elle est impossible Absolument. en France. Mais ce qui est amusant, c'est que Trump, il gagne avec l'outrance au moment où le Rassemblement national, à qui on a reproché ses outrances, lui, au contraire, met les pieds sur les freins, se police. Est-ce que c'est gagnant? Est-ce que c'est gagnant? Il peut y avoir un Donald Trump français ou pas? Est-ce qu'on peut avoir en France un phénomène équivalent de quelqu'un qui arrive et réussit à s'imposer malgré déjà, c'est quelqu'un de la société civile. Parce que, alors, Zemmour vient de la société civile, mais Marine Le Pen ou Bardella sont des politiques. C'est tout le temps. Société civile, c'est que c'était la première fois que tu t'es présenté à l'élection, tu es à la société civile. Mais Trump, son succès, c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est ce qui symbolise, et c'est aussi une émission de télé, on l'a oublié, qui a fait beaucoup pour sa notoriété. Éric Zemmour aussi, en parlant d'émission de télé, c'était pas la même chose. C'est pour ça. Non, ce qui était amusant, c'est que maintenant, les Rassemblements nationaux, ils disent, ouais, il est formidable et tout. Quand même, ils se sont tenus à distance de lui pendant toute la campagne. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que les outrances, c'est impossible ici. Parce qu'ici, le Rassemblement national tu peux pas dire Joe le tricheur et qu'est-ce que c'était c'est Pinjo. Camela, qu'est-ce qu'il disait qu'elle avait un quotient intellectuel limité. Chaque fois, il disait l'imbécile ou la trompeuse. Et puis il disait, vous êtes viré, dehors, dégage. Voilà, tu peux pas. Mais moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant dans Trump, c'est ce que devrait retenir la droite, les droites, c'est que tant qu'elles se mettront pas d'accord entre elles sur un certain nombre de choses, là, chacun a sa petite secte, il défend sa secte. Et Éric Ciotti aussi qui avec une casquette. Oui, mais sauf que lui, c'est le Trump Nonis. Sauf que je sais pas si c'est un compliment là, je suis pas sûr. Non, juste là-dessus. Sauf que Trump, il a siphonné de l'intérieur le parti républicain et il a pris l'ascendant sur tous les autres. Moi, je ne rêve que d'une chose, qu'il y en ait un, pas à la Trump, à la France. Tu parles pas de la même façon. Le seul Trump qu'on a eu en Europe, c'est Berlusconi. Berlusconi était un Trump italien. Oui, ça lui a réussi. Grillo, d'une certaine manière aussi avec son mouvement 5 étoiles. Il nous en faut un en France, un frère qui parle quoi? Vous êtes candidat, Robert Ménard? J'attendais la question, là. C'était le Trump de Béziers. Voilà. Là, c'est encore pas gentil. Deux saloperies que ce garçon va payer. Attention, il n'est que 19h12. Alain Marchal. Là, il faut pas se chauffer tout de suite. Toujours sur la grille de lecture. Un mot avant de parler d'un autre sujet. À l'inverse, à gauche, Alain, on dit, notamment c'est ce qu'ont pu dire des députés insoumis, ils disent mais c'est parce qu'en fait Kamala Harris n'était pas de gauche que la droite a pu s'imposer. Comprenez, si les sociodémocrates... Kamala Harris, c'est François Hollande. C'est idiot. Voilà. Est-ce qu'il y a un peu de vrai là-dedans, dans cette grille de lecture? Et d'abord, être démocrate aux États-Unis, c'est quand même être libéral déjà. Alors il y a le libéral au point de vue sociétal, ce qu'elle était Kamala Harris, parce que peut-être que l'erreur de sa campagne, ça a été de trop parler wokisme, de trop catégoriser les gens par ethnie. Bon, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, là où Trump, lui, il parlait boulot d'une manière générale. Mais c'est vous voyez, tu vois, le prisme en fait de la vision de Kamala Harris, c'est un prisme à la française, et il se trompe complètement. En plus, on a essayé aux États-Unis, Bernie Sanders, qui était le Mélenchon américain, qui s'était présenté à la primaire face à Biden et qui a perdu. Donc, on voit bien que c'est une offre que les Américains ne veulent pas. C'est un déni de réalité. C'est incroyable. Tu te demandes comment cette gauche, elle regardera les choses telles qu'elles sont un jour.
Je veux dire, je ne sais pas combien de gifles il faudra qu'elle prenne sur les questions de sécurité, parce qu'il a parlé des Robert questions Ménard de souhaite le retour de la gauche au pouvoir. Oui, une vraie gauche. Mais oui, on le voit tous les dimanches d'ailleurs. C'est c'est vrai. C'est une sorte d'agenda. C'est une lecture étonnante, mais elle a le mérite de l'originalité. Je désespère que la gauche ne soit pas suffisamment bonne. Non, mais tu te demandes comment ils sont aveugles à ce point. Moi, je suis arrivé à la mairie. Alors, c'est une petite mairie. Qu'est-ce qu'il a dit de Béziers tout à l'heure, de désagréable, ce Pas garçon. du tout. On avait fait une dire, très belle émission à Béziers qui s'est mal finie. On va en parler. On en parlera dans un instant. Non, mais tu parlais de sécurité, les mecs, ils te traitaient de fachos. Oui. Tu parles d'immigration, ils te traitaient de xénophobes. Et ils continuent à le faire. Le pire, un peu moins, parce qu'ils sentent bien que électoralement, c'est pas possible. Mais bien sûr que c'est ça. Mais cette gauche, elle est pas hémiplégique, elle est aveugle par rapport pas toute la gauche. France. Pas toute la gauche. Par exemple, François Hollande, qui était sur notre plateau il y a une semaine, dans BFM Story, et sur l'immigration, il durcit le ton, et il dit, il va falloir que la gauche, celle qui représente, réformiste, assume le fait de reconduire à la frontière ceux qu'on ne veut pas garder. Ils se sont alliés avec qui au deuxième tour des législatives, avec le pape, peut-être. Ils veulent reprendre les choses. Non, mais tu rigoles, ils se sont associés. Mais c'est vrai, Robert Ménard, que par exemple, un maire proche de chez vous, maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, c'est pas exactement hémiplégique sur les questions de sécurité ou d'immigration. Très bien, mais qui l'a fait voter? Qu'est-ce qu'il a dans sa ville? 3 députés de la France Insoumise. T'es content du voyage qui continue comme ça? C'est vrai, il y en a 3 députés. J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine à Amsterdam, messieurs. Après le match de l'Ajax contre le Maccabi Tel Aviv, des personnes de confession juive ont été pourchassées, pour certains tabassées dans les rues de la capitale néerlandaise. Robert Ménard, Israël a parlé d'un pogrom antisémite. Est-ce que c'est la bonne expression pour qualifier ce qui s'est passé dans les rues d'Amsterdam? Moi, je ne sais de ce qui s'est passé, comme vous, que la lecture d'un certain nombre de choses. Et ce qu'on dit, la police. Manifestement, la police néerlandaise, elle dit quoi? Elle dit ça a été programmé, préparé, c'était coordonné. D'un côté, tu as un certain nombre de supporters on va pas commencer à défendre les propos qui tiennent, des supporters israéliens qui disent des trucs. Oui, des provocations, de slogans racistes. Tu l'acceptes pas, il faut quand même. Mais le reste, c'est pas de même nature. En plus, juste dans la ville d'Anne Frank. Enfin, moi, quand même, je suis d'une génération où je sais pas quand on est un gamin comme vous, Monsieur Duhamel, peut-être que je sais qui est Anne Frank. Non, mais je sais pas si vous lisez. Moi, on lisait des passages à l'école. Non, mais j'ai pas douté que vous saviez. Parce que la bataille de Marignan, j'étais pas là non plus, mais je. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, à l'école, à l'école, on lisait des passages du livre d'Anne Frank et tout dans cette ville-là. Et la visite de là où elle se cachait était une visite bouleversante. Malheureusement. Attends. Moi, ce qui me sidère, c'est on dit l'importation, tu vois, du conflit israélo-palestinien ici. Non, je crois qu'il y a ici des gens, d'abord, dans une partie de la communauté musulmane, il y a un vrai antisémitisme. Enfin, moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie dans les pays du monde arabe. L'antisémitisme, il est tous les jours présent. Comme il y a eu un antisémitisme catho, il y a des siècles. C'est l'anti-Israël qui devient antisémitisme. Mais là, ils détestent les Juifs. C'est pas Israël. Oui, mais c'est parce qu'ils rapportent le Juif à l'État d'Israël. Moi, je me rappelle, moi, je suis pied noir. À Oran, en Algérie, l'antisémitisme, c'était pas rien. L'antisémitisme, c'était pas rien. Et ça me sert. Et dernier point, quand même. C'est les réactions ici d'un certain nombre de la France insoumise. La France insoumise, c'est l'ennemi des Juifs. Alors, on va voir deux réactions et j'aimerais vous entendre là-dessus, Alain. Ces gens, ce sont les ennemis des Juifs. C'est pas les ennemis d'Israël, de Netanyahou, c'est les ennemis des Juifs. En tout cas, on a vu, Robert Ménard, des réactions visant effectivement à... allez... à minima contextualiser, je sais pas si le mot est... Non mais j'ai dit à minima contextualiser, sans doute à relativiser. Il y a une jeune députée insoumise. Absolument. D'ailleurs, Bruno Retailleau va porter plainte. Va faire un signalement. Voilà ce que tweet. Contextualiser celle-là. J'ai dit à minima. Relativiser. Raphaël Arnaud, voilà ce qu'il dit. Quand on suit un peu le foot, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont réputés pour abriter les plus grosses franges d'hooligans d'extrême droite, racistes et violents. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles et Olivier, la députée insoumise. Il est classé S. C'est quand même ça la réalité. Pardon, tout à l'heure vous disiez la gauche social-démocrate et tout. Ils ont voté pour qui au deuxième tour?
Oui, enfin, moi je préfère. Pardon, mais Gabriel Attal a appelé à voter pour les Insoumis contre l'Assemblée nationale non, aussi. Mais attends, non, parce que là, il parlait des sociaux-démocrates, dont tu t'attends encore moins à ce qu'ils le fassent. Non, mais ils ont voté. C'est vrai que moi, je préfère voter. Pardon. Là, je préfère voter pour le Rassemblement national, pour la fille du Rassemblement national, que pour lui. À un moment donné, tu choisis quand même. Et moi, ça, c'est pas ce tweet qui m'a choqué plus que ça, parce qu'il a pas tort de dire que dans cette équipe de Maccabi, enfin, chez les supporters, il y a effectivement une frange très radicale, mais le tweet, moi, qui m'a plus choqué. C'est celui de Marie Messmer. Voilà, Marie Messmer, on va voir. Jeune députée insoumise. Voilà, qui dit ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Donc, je pense que c'est assez idiot ce qu'elle raconte, parce qu'en gros, elle justifie le fait qu'ils aient été lynchés parce qu'ils sont racistes. Donc, on peut lyncher les racistes. Allons-y, on a qu'à tous se retrouver dehors, dans la rue, et on va se taper dessus. Enfin, qu'une députée puisse dire ça montre quand même le niveau de certains. Non, et puis c'est une saloperie. Oui. C'est une saloperie absolue. Je veux dire, comment on peut dire ça? Chaque fois, moi je ramène. Imaginons un instant que même il y a quelques années et tout, le Rassemblement national ait dit ça. Mais ce serait une explosion. Et non. Le ministre de l'Intérieur a réagi, Bruno Retailleau. Oui, mais parce qu'il est formidable. Mais attends, Alain. à l'Assemblée nationale, il continue, la gauche, à voter ensemble, à se faire élire ensemble. Et je te garantis que s'il y a des élections en juin prochain, les sociodémocrates... J'ai vu des socialistes quand même critiquer Laurence Rossignol et d'autres. Et demain, pour des raisons électorales, s'il y a des élections en juin, ils seront côte à côte. Alors Marshall, sur ces réactions, les images qui m'ont paru effrayantes, c'est ce jeune homme qui est obligé de dire je ne suis pas juif, je ne suis pas juif. Et pour puis pour sauver sa peau. Et l'autre à qui on dit vas-y crie Free Palestine, la Palestine libre. Qu'est-ce qui lui serait arrivé s'il l'avait pas fait? Je veux dire, le type il était laté. On a des images de gens qui sont à terre et qui prennent des coups de pied dans le visage ou des coups de pied dans le ventre. Et on en est du coup maintenant à avoir 4000 policiers mobilisés pour France-Israël jeudi prochain. Le président de la République qui dit je vais être sur place aussi. Mais on va tomber dans quoi? La semaine prochaine, la France Insoumise, chez moi, appelle à une manifestation devant la mairie de soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Enfin, pardon. Ce type, il a été condamné. Ouais, l'ancien du FPLP, du Front Populaire. Il a été condamné à la perpétuité. Pour terrorisme. Pour être complice de 2 assassinats. Ouais. Et la France Insoumise, elle appelle à sa libération. Mais enfin, comment tu réagis? C'est une icône de l'extrême gauche. Oui, mais enfin, qui est considéré par eux comme le dernier, le plus vieux prisonnier politique. Comme un prisonnier politique. Comme un résistant à la force à Israël. Je vous voyais réagir sur effectivement ce qu'on a appris tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le président de la République allait se rendre au match France-Israël. Moi, je m'interroge parce que je trouve qu'on dramatise peut-être trop cette rencontre de jeudi prochain. J'ai entendu le gouvernement israélien qui appelait à ne pas s'y rendre, à ne pas aller au Stade de France. Certains proposaient même de délocaliser, de quitter la Seine-Saint-Denis, parce qu'au Stade de France, d'aller en Corse, député Odoul. Et là, maintenant, on apprend que le président Macron veut s'y rendre, alors qu'a priori, il n'avait pas prévu d'assister à ce match, qui n'est pas un match d'une grande importance. Donc, on est en train de politiser, dramatiser, et je pense qu'on est en train d'exciter tout le monde. Moi, je crains le pire au sein même du Stade de France, avec, tu vas voir, ça va être d'un côté ceux qui vont vouloir dénoncer Israël, avec des banderoles et autres, et puis de l'autre, des sympathisants qui vont venir exprès pour ce match pour essayer de défendre la cause. Écoute, et on est très loin du foot. Ouais, mais en même temps, il a raison d'y aller. Non, mais jusqu'où il faudra protéger l'accès au Stade de France? Où est-ce qu'il va falloir remonter dans le métro, dans le RER pour protéger les supporters? T'as des jobards dangereux. Le ministre de l'Intérieur, il a raison de faire ça, et moi je trouve que c'est plutôt bien. Moi j'ai tellement critiqué le fait, tu te rappelles, qu'ils soient pas allés, qu'ils soient pas allés à la manif contre l'antisémitisme et tout ça. Je parle des. Parce que c'est intéressant l'explication qui est donnée par l'entourage du président. Le président veut envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites intolérables qui ont suivi le match à Amsterdam. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme? Si là il va au match pour donner un message de fraternité. C'est l'incohérence macronienne, c'est le en même temps qui tient pas la route. Non, mais Robert Ménard trouve que c'est bien d'aller au Stade de France. Non, c'est incohérent. Non, je trouve très macroniste, Robert Ménard. Arrête. Je pense que juste il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie de pas aller à la manif, et il sera, je sais pas s'il se rattrape. Mais tu trouves pas que c'est je suis content qu'il y aille. C'est de mettre de l'enjeu, un enjeu supplémentaire sur cette rencontre. Moi, je pense aux joueurs. Je pense aux joueurs de l'équipe de France, aux joueurs de foot et aux joueurs
de foot israélien. On est en train de mettre une pression sur cette rencontre avec le président qui se déplace parce qu'il va faire un geste de courage, avec 4000 policiers mobilisés. T'as vu ce qui se On passe est dans un... Oui, mais en même temps, tu es un pays en guerre, c'est une équipe, oui, je suppose que l'enjeu sportif, ça va pas être grand-chose. Non, moi je trouve que c'est plutôt bien que pour une fois, il a bon réflexe, parce que... C'est bien un match de foot avec 4000 policiers. Mais non, c'est pas bien. Mais comment tu fais? Alors quoi? Tu fais comme la France Insoumise qui propose de l'annuler, ou comme le Rassemblement National qui propose de le déplacer? Non, je trouve que Retailleau, il a eu raison de le maintenir. Oui, ça va plus être un truc sportif. Ça devient un symbole. Mais peut-être qu'aujourd'hui... On va tous regarder le match en guettant les réactions des tribunes. Mais sauf que c'est Israël qui est là et qui sont attaqués. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si t'as la moitié du stade qui siffle l'hymne israélien? Qu'est-ce qu'il va faire le président? Ce qui aurait pu être le cas dans un match même normal. Non, mais qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Il vient pour apaiser. Il se lève, il part? Comme Chirac l'avait fait à ce moment. Non, mais j'en sais rien. Non, mais j'essaye d'aller dans la logique présidentielle jusqu'au bout. Il se met dans une posture. Il a raison, Alain. Il se met dans une posture. Je dis pas que c'est simple. S'il y a un joueur israélien qui se fait bombarder de la tribune ou autre, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, je lui reproche de ses maladresses par rapport à Israël. T'as vu les dernières, c'était la barbarie israélienne et tout, tu vois. Barbarie israélienne face au Hezbollah ou au Hamas, tu te dis, mais il a perdu la tête. Là, je trouve que ce réflexe, cette attitude-là, c'est plutôt mieux. Mais Alain pose une bonne question. S'il y a un incident, que fait-il? Alain, j'en sais rien. Mais je dis pas que c'est facile. Je dis, j'en sais rien. C'est-à-dire, au début du conflit, après le 7 octobre, il fallait faire une coalition internationale pour bousiller le Hamas. Après, c'était Israël. C'était la barbarie. Maintenant, je vais au match pour apaiser. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui change la vie comme de chemise ce conflit? T'as raison. Je suis d'accord. On le remarque. Mais je préfère que la chemise, elle soit de ce côté-ci, pour une fois. La conversation est extrêmement vive. Je remarque, et on en parlera tout à l'heure, que en fait, vous êtes quasiment une grande gueule aussi, Robert Ménard, non? Là, c'est assez homogène là-dessus. Ils m'ont donné une fois. Oui, un grande gueule d'or. Une grande gueule d'or, c'est ça. Il avait été récompensé par les auditeurs. Il avait été la grande gueule de l'année. Je sais plus quelle année. Ah, j'étais patron de Reporters sans frontières. C'était au moment des JO de Pékin. Les JO de Pékin. Et on en parlera dans un instant autour de ce livre, donc Les Grandes Gueules, 20 ans de succès. Avant, messieurs, je voudrais qu'on dise un mot du sujet qu'on abordait juste avant, la situation sociale. On voit bien que les choses sont en train de se dégrader, des plans sociaux, on a parlé d'Auchan, de Michelin. On parle aussi d'un certain nombre de menaces de grève. Jeudi, ce sont les pilotes. On a la SNCF qui menace d'une grève illimitée à partir du 11 décembre. Robert Ménard, c'est quoi? C'est une nouvelle fois la gréviculture, comme on dit, ou il y a des raisons d'inquiétude de la part de celles et ceux qui décident de se mobiliser? Le problème, c'est que par flemme journalistique... J'espère que vous ne me visez pas, là. Il est content. Non, tu sais, les raccourcis. Honnêtement, la situation, on prend par exemple Auchan et Michelin, ça a strictement rien à voir. Je le fais comme vous, donc je... Non, mais c'est vrai. Non. Rien. Auchan, c'est une entreprise qui... Toi, tu le fais jamais. On l'a pas fait. On l'a un peu fait, mais un peu par facilité. On leur laisse régler leur compte entre les deux. Non, il paraît qu'ils s'engueulent jamais. Donc ça, c'est ce qui est raconté dans le livre. Non, on a mis les deux entreprises, c'est vrai, et on a expliqué que c'était pas la même chose. Deux choses complètement différentes. D'accord. Auchan, c'est pas une entreprise qui va mal. Ça va plutôt bien. Il restructure un modèle. Il restructure. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas et tout ça. Moi, j'étais en colère après eux parce qu'ils ont même pas pris la peine, par exemple, chez moi, de m'appeler pour dire, t'es le maire, te dit le mec, il va quand même m'appeler pour dire... Mais surtout, il a une carte de fidélité. Ça, il va chez Auchan, il met son jeton dans le caddie, comme ça. Mais t'es gonflé. Ils peuvent me prévenir quand même comme maire. Il se moque, il s'en fout. Oui, je crois, là. Je relève pas, on parlera après du bouquin, chaque moment, sa vengeance, tout à l'heure. Mais non, je plaisante. Michelin, ça n'a rien à voir. Michelin, les deux usines, elles font, il faut l'expliquer aux gens, elles font des pneus pour les camionnettes. Ces pneus, ils sont trop chers. Il y a une concurrence. Aujourd'hui, plutôt, et moins cher que ceux produits en Chine. Ouais, voilà. Ils sont trop chers par rapport à la Chine. Michelin, c'est pas le capitalisme triomphant. Ça veut dire, c'est un truc, on a souvent dit que c'était un peu paternaliste et tout. Je pense qu'ils font attention à leurs salariés, ils feront attention. Et ils feront attention à ceux qui seront là. Ils vont pas les laisser comme ça. Mais surtout, peut-être que la réponse, c'est dire, est-ce qu'on n'est pas assez con? Et la réponse est oui, me semble-t-il, pour laisser importer ici des pneus qui sont faits dans des conditions sociales invraisemblables par rapport à nous. On avait dit la même chose au moment des Conti aussi, hein. C'est exactement les... Voilà. Ça veut dire que, ou avec, tu sais, du caoutchouc, qui dû à la déforestation, ce que essayent de ne pas faire les entreprises françaises. Si t'as 23 boulets au pied et qu'on te dit de courir autant qu'un mec qui en a pas, t'as perdu. Peut-être que ce qu'il faut faire, comme le fait Trump,
C'est pour ça que j'arrive à... Les taxes. Mais oui, peut-être qu'il faut... Et si... Oui, mais Olivier Alain... On accepte d'être taxé aussi, alors. Tout le monde se taxe. Parce que d'après toi, Trump, il va se gêner... Alors, je voudrais rebondir sur ce que dit allez-y, Olivier. Parce qu'effectivement, les situations sont différentes, mais on va arriver vers un mois de novembre et décembre quand même particulièrement compliqué politiquement et socialement, puisque tu l'as dit, il y a Michelin, Auchan, les agriculteurs aussi qui se mettent en branle, absolument, parce qu'ils ont très peur de Mercosur qui devrait être signé. C'est un peu la même chose d'ailleurs. La pression allemande. Il y a aussi d'autres secteurs qui sont en grande difficulté. On parle de Valeo, plan social. Il y a le secteur automobile, le secteur du bâtiment qui ne va pas bien. Et on sait que la situation politique est quand même très fragile. Et en plus de ça, on prépare un budget qui va augmenter les impôts des entreprises. Donc, qui est totalement à contresens de la conjoncture actuelle. Il faudrait plutôt aider les entreprises à traverser cette mauvaise période. Et on va quand même augmenter leurs impôts. Donc là, bon courage. Ah oui, parce que Alain, je donne la parole dans un instant. Robert Ménard, c'est vrai ce que dit Olivier. Paradoxe d'une situation où on dit s'il y a une chose sur laquelle on peut à peu près s'accorder sur ce que, dans le bilan d'Emmanuel Macron, c'est l'attractivité et la question du chômage. Et là, on a un budget qui va revenir sur des baisses de cotisations, qui va augmenter les impôts, de nouveau un chômage qui risque d'augmenter. On parlera du livre dans un instant, mais depuis qu'on a commencé à parler des plans sociaux, tous les chefs d'entreprise, nous, qui nous ont appelés dans l'émission, qui sont en particulier des artisans ou des PME. Ces dernières semaines. Alors, ils disent effectivement qu'ils sont un peu inquiets, mais ils disent, mais foutez-nous la paix. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir une lisibilité fiscale et pas des taxes qui arrivent tous les 6 mois, qu'on enlève, etc. Aidez-nous à être compétitifs, allégés, laissez-nous bosser. C'est tout ce qu'ils veulent, hein. C'est qu'on les laisse bosser. D'ailleurs, si tu regardes du côté d'Auchan, alors effectivement, il y a des restructurations. Et par exemple, dans le drive, ils embauchent beaucoup parce que c'est un secteur qui marche. Donc, en fait, les entreprises, que l'État soit là pour les accompagner. L'État, c'est l'amortisseur social. Et après, laissez faire le privé. Des fois, le privé, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire qu'on supprime les emplois à un côté parce qu'il y a un autre créneau qui sera plus porteur et qui sera le créneau de demain. Donc, foutez la paix aux chefs d'entreprise, faites-leur confiance, laissez-les bosser et soutenez-les, quoi. Regardez, le chef d'entreprise ou un paysan, le temps qui passe. Vous avez demandé à un type le temps qui passe. Et tu sais où il a été le leur? Tu sais où il a été le leur? Attends, justement, je vais dans ton sens. Le leur, ça a été de dire la simplification. C'est-à-dire que t'as enlevé du papier et tu l'as mis sur Internet. Mais t'as rien simplifié. C'est-à-dire quand tu as informatisé, mais tu n'as pas allégé. Et le leur, il a été là, en fait. Mais c'est la seule chose qu'ils demandent. Ils te disent, on passe une journée par semaine à remplir de la paperasse, que ce soit de la paperasse, tu as raison, papier ou Internet. Il faut juste arrêter de dire ça, dire on va s'appuyer et le faire. Bah, regarde les paysans, hein, ça va repartir là cette semaine. Mais bien sûr, attends, chez moi, si tu savais déjà comment ça se passe, tu vois, ils en peuvent plus. Et en plus, là, ils vont avoir la viticulture et ils vont avoir les taxes, comme tu le disais tout à l'heure. Je voudrais vous faire écouter la prise de position d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur un sujet, alors, qui n'est pas exactement lié à cette colère sociale, mais qui parle des profs. Heures. Voilà, dans des termes, assez peu amènes. Écoutez Nicolas Sarkozy. Un peu trumpiste. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Et Nicolas Sarkozy qui rajoute au fond combien d'heures il travaille par semaine. Souvenez-vous, Ségolène Royal avait posé exactement le même diagnostic sur le temps de travail des profs. C'est un sujet tabou. Souvenez-vous, elle était candidate contre Nicolas Sarkozy et elle avait émis lors d'une réunion la possibilité pour les profs de rester, une fois qu'ils ont terminé de donner cours, au sein de l'établissement pour faire de l'encadrement scolaire et donc d'augmenter le temps de travail des profs dans leur lieu. Et à l'époque, scandale, surtout à gauche, vous imaginez bien. Et là, Nicolas Sarkozy pose cette question. C'est un sujet tabou en France. Non, mais ce qui est insupportable, ce que je comprends, c'est pas les profs, ça existe pas. C'est comme tu disais, les journalistes sont tous comme ça. Les profs, moi je connais des gens. J'étais dans des écoles justement à cause, vous savez, du bleuet parce qu'on les distribuait pour les gosses et tout. Tu vois tout de suite dans les écoles qu'elles sont pas pareilles. Les enseignants sont pas les mêmes. T'en as qui consacrent un temps, une énergie. Parce que là, pas mal de gens ont réagi sur les réseaux sociaux en disant on va envoyer Nicolas Sarkozy devant une classe. Et même si c'est que 24 heures par semaine, il va se rendre compte de ce qu'est ce travail-là. En même temps, j'ai rencontré d'autres profs dans la même semaine qui me parlaient de la souffrance au travail. Tu dis, il faut juste se calmer, peut-être un petit peu, tu vois. Mais parce que peut-être qu'on pose pas les termes, les questions dans le mot. Regarde, la santé. On te dit, il faut qu'il y ait plus bien sûr, on va pas enlever les médecins et tout ça. Il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Dans les hôpitaux, et moi je préside un hôpital comme maire, il y a un tiers du personnel
qui ne sont ni les médecins, ni les banques, qui est l'administration. Est-ce que peut-être on pourrait au moins se mettre d'accord là-dessus, plutôt que tu vois se faire des sketchs, à se foutre des coups de poing et tout. Est-ce qu'on a besoin, j'en sais, j'ai pas la réponse, j'en sais strictement rien. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un tiers de personnel administratif dans les hôpitaux? Peut-être qu'on peut en avoir un peu moins et en mettre à d'autres trucs. Mais ça, ici, on va parler mais ça, ici, personne n'aime les débats comme ça. On n'aime que les punching balls, tu vois. D'un côté, il y aurait les salauds qui voudraient taper sur les profs et les autres qui les défendraient. C'est juste un brin plus compliqué. Et on va parler du livre. Juste avant, on va dire un mot d'un autre livre, à peu près le même tirage. 150 000 exemplaires, celui de Jordan Bardella. Ce que je cherche aux éditions Fayard. Alain, ce qui interpelle dans le plan de communication... C'est de faire ses mémoires à 29 ans. Voilà, est-ce que vous qui avez reçu... Alors lui dit que c'est pas des mémoires, mais vous qui recevez... Je crois savoir qu'il ne s'agit pas de mémoires. Mais vous, Alain Olivier, Olivier, qui recevez des responsables politiques dans les grandes gueules, ici sur BFM Story, c'est vrai quand même quand on voit les cymbales et grosses caisses autour de ce livre, c'est assez singulier quand même, non? C'est pour des gens qui sont tous les 3 jours sur les plateaux et qui accorde de longues interviews, de dire j'ai encore d'autres choses à dire dans un livre. C'est là où j'ai mis une toute petite réserve en ce qui concerne je trouve que Bardella, ceux qui critiquent le livre de Bardella devraient dire au contraire c'est bien qu'en France en 2024, ça doit encore passer par le livre. On considère qu'il faut sortir. Jordan Bardella, je lisais son interview, je crois que c'était dans les colonnes du JDD aujourd'hui, qui disait, lui-même il disait, les hommes politiques, on doit passer par là, il faut écrire, etc. Donc je trouve que on parlait de Trump tout à l'heure. Je trouve que c'est peut-être ce qui nous distingue de la politique américaine, c'est qu'il faut en passer par le livre, il faut coucher, par écrit, ce qu'on pense. Je sais pas si le livre est très intéressant, mais je trouve que Jordan Bardella, 29 ans, qui écrit un livre, c'est pas un scandale. Vous allez le lire, Robert Ménard? D'abord, je l'ai pas lu, donc je préfère. Il va peut-être vous l'envoyer dédicacé, non? Non, je crois pas. Des bonnes feuilles qu'on a lues, on n'apprend pas grand-chose. Non, mais t'as compris. Moi, j'ai lu comme toi les extraits tout à l'heure, l'interview. Une fois par semaine au moins et sur les plateaux télé. Je sais pas, non, mais c'est ce que tout à l'heure on en parlait. C'est ce que tu viens de dire. Il y a une espèce de nécessité en France. Mais les journalistes ils font pareil. Combien de journalistes qui écrivent des bouquins? Benjamin n'a pas encore pris ses mémoires. Non, pas encore. C'est en cours. C'est du travail. Il faut se dépêcher parce que vous êtes déjà. Il fait un livre sur son séjour américain. Ouais, comme spécialiste, il fait un livre spécialiste des États-Unis. Je laisse ça à d'autres. Non, mais sur Jordan Bardella, il y a effectivement non seulement l'interrogation sur. Finkielkraut le disait. Moi, j'ai le truc qui m'a touché, c'est quand il parle de lui. Sur son prénom, Ouais, sur son prénom. Et je crois que c'est un livre intimiste. Moi, j'ai lu les bonnes feuilles comme tout le monde. Il tape sur Zemmour, tu te rappelles. Ouais, mais où visiblement, il n'y a pas beaucoup de ni de mea culpa, ni de. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai lu, c'est quand même les discours que tu entends et tout. En gros, ce qu'il avait envie, des louanges sur Marine Le Pen, qui est d'un, je cite, stoïcisme incandescent. Ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer pourquoi. Quand il raconte que partout où elle passe, dès qu'elle rentre, tout le monde s'arrête, la lumière, etc. Mais justement. Non, mais ce qui serait intéressant, mais c'était pas à lui de le dire, c'est de dire pourquoi finalement il n'est pas à Matignon. Parce que sa première défaite, s'interroge peut-être sur sa défaite. Sa première défaite, c'est celle de juillet. Il avait tout réussi. Ce jeune homme avait tout réussi. Et puis, sa première grosse défaite, c'est Matignon qui lui échappe. Autre chose, si on en parle aussi beaucoup, merci à la SNCF ou à la oui, très bonne pub pour de la SNCF. Crétin. Mais enfin, quel crétin. En fait, finalement, il n'a pas besoin de pub, c'est mieux. C'est mieux qu'une non-pub. Tu rentres comment à Béziers tout à l'heure? Il va pas dépenser l'argent. Il y a un bilan carbone qui est plus important. Il va pas dépenser d'argent, et c'est Fayard qui le publie. Va pas dépenser d'argent puisque la pub, il va pas la faire. C'est mieux. C'est des demeurés quand même. Les syndicats, tu te dis, mais il faut jamais interdire les gens. C'est d'une stupidité. Moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois et c'était des conneries. Donc, le livre aux éditions de l'Archipel. Parlons des choses. Les grandes gueules, 20 ans de succès, Alain Marchal, Olivier Truchot avec Michel Taubman. Robert Ménard, vous qui êtes effectivement une grande gueule par excellence, vous l'avez lu. Qu'est-ce qui vous a frappé, Robert? Mais moi, j'aime le livre parce que je les aime les deux, quoi. C'est plutôt ça. Parce qu'ils incarnent, putain, le nombre de fois où vous m'avez invité, donc je vais pas être de ceux qui vont bouder le plaisir de venir chez vous. Moi, ce qui me plaît chez eux, c'est que tu peux dire à peu près tout ce que tu veux. Enfin, si t'insultes un type, c'est pas dans le cadre de la loi. Ouais, dans le cadre de la loi. Mais ça veut dire que le cadre de la loi est suffisamment ample pour pouvoir dire. Tu peux discuter avec des gens et tu peux changer d'avis. Moi, je peux raconter un truc. J'avais vu Mourad Boudjelal, qui,
je deviens maire, il me fait une putain de saloperie, il était chez vous à ce moment-là, il dit, je vais quand même pas aller jouer à Béziers. Il était à la tête du Racing Club de Toulon. Tu vois, une connerie, quoi. Tu vois, comme si j'étais le facho de service et il avait... Des années plus tard, je le retrouve chez vous. Oui. Et là, moi, il faut dire que j'avais pas été gentil avec lui, je me suis aperçu qu'il n'était pas le gauchiste abruti que je pensais, et lui, il s'est aperçu que j'étais peut-être le facho qu'il imaginait. Et c'est chez vous que c'est possible. Ça veut dire à la fois de s'empailler, mais aussi après de se dire, c'est un peu con, c'est un peu plus compliqué que ça. Le type qui est en face de toi est pas un fou furieux que tu as tendance à caricaturer. Et que vous offriez cet espace-là, je trouve ça formidable. Deuxième chose, juste, on parlait, moi, je suis toujours dans les ressemblances entre la France insoumise et le Rassemblement national. Les deux qui vous ont boycotté pendant des années, quand même, Mélenchon et Marine Le Pen, même combat. Et finalement, ils sont revenus. Et ils sont revenus tous les deux plusieurs fois. Après combien d'années? Ouais, il y a eu un petit moment. Il y a eu quelques mais ils sont revenus années, avec plaisir, d'ailleurs, oui, notamment parce que Jean-Luc Mélenchon. L'émission marche, elle a cette spécificité depuis 20 ans de pas avoir de journalistes autour de la table, hormis Olivier et moi, mais des Français de tous les jours, un agriculteur, un avocat, un médecin, une coach, un chef d'entreprise, voilà. Et c'est le pari qui avait été tenté globalement par la radio RMC, lancée par Alain Veil, et ensuite par l'IGG. Donc quand on a commencé en 2004, franchement, on pensait pas tenir 20 ans, mais on est toujours là. Mais c'est vrai, Alain Olivier, ce que dit Robert Ménard, parce que vous avez été les premiers à donner la parole aux Français. Depuis, vous avez été abondamment copiés, que ce soit sur ceux à qui vous donnez la parole et aussi sur le style du débat. Pas de parole interdite. En fait, maintenant, quand on écoute les grandes gueules, il y a même une forme de... On s'écoute plus que dans d'autres émissions, qu'on ne citera pas, qui pour le coup sont beaucoup plus polarisées, parce que vous donnez la parole à tout le monde. Alors nous, il y a même des chroniqueurs qui surprennent. C'est-à-dire que, voilà, on parlait par exemple de Charles Consigny, qui était sur ce plateau tout à l'heure, qui est capable d'un jour à l'autre d'avoir des positions. On se dit, tiens, on s'attendait pas à ce qu'ils disent ça. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Exactement. Pardon, mais dans la vie, mais ça, c'est la singularité de votre émission. Quand on discute en famille, et on peut arriver avec des positions très campées, puis tout d'un coup, je sais pas, son voisin de table, son frère, son cousin, sa femme peut avoir une autre position. On discute et puis on se dit, bah oui, t'as raison. Oui, effectivement, j'avais pas vu sur cet angle. Et moi, je pense que les grandes gueules, contrairement à d'autres émissions, l'idée c'est ne pas avoir d'œillères, c'est-à-dire de donner la parole à tous ceux qui ont des choses à dire, pas de prêt à le penser, et surtout des gens qui pensent pas la même chose, ça aussi c'est important, pour pouvoir échanger et parfois changer d'avis. C'est aussi ce qui vous a valu des commentaires désagréables des gens. Au début, populiste, bien sûr, Radio Bistrot. Voilà. Quand vous étiez les seuls à donner la parole à un certain nombre de gens qui disaient ce que les gens pensent quand pas tous les médias. Enfin, c'était tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut que les Français votent, mais on ne veut pas qu'ils s'expriment et qu'ils disent surtout, ce qu'ils pensent. On veut pas entendre ce qu'ils disent. Voilà. Et vous le faisiez, donc, t'étais le facho de service. Enfin, moi, j'ai entendu. Et maintenant, on est devenu à la mode. Ouais, mais parce que ça a changé. Parce que maintenant, aujourd'hui, on parle de convention citoyenne. Non, et puis on veut donner la parole aux gens. On fait des cahiers de doléances. Finalement, les grandes gueules, ça fait 20 ans qu'on le fait. Tu sais ce qui nous a été reproché? C'était que, comme on était, que ce soit avec Jean-Jacques Bourdin à l'époque, les grandes gueules. Parce que Jean-Jacques, c'était pareil. Jean-Jacques, c'était pareil. La même chose. Mais quoi. au 32-16, t'entendais des gens qui disaient ouvertement, ah oui, je vote RN. À l'époque, c'était FN. Ah oui, pourquoi? Et ça discutait autour de ce vote, etc. Et c'est pour ça. C'est ce qu'on nous reprochait. Vous le faites monter. Non. On écoutait ce qui se passait dans le pays. Il y a qu'à voir 20 ans après où on en est. Marine Le Pen est arrivée 2 fois en finale de l'élection des élections présidentielles et le Rassemblement national n'a jamais cessé de monter. Mais on a juste été le vecteur, l'écoute. Et c'est ça qu'on nous a reproché. Surtout, vous avez été les premiers à le faire parce que maintenant vous êtes plus les seuls. CNews, c'est votre enfant d'une certaine façon. Ouais, je sais que ça va leur faire plaisir. Non, c'est pas ça. Non, mais moi, bravo à la réussite de CNews, mais nous, on est assez différents parce qu'on donne la parole à des gens qui ne pensent pas la même chose autour de la table. Les plateaux de CNews, c'est quand même une pensée un peu unique, plutôt à droite. On va pas parler de votre concurrence. On va pas parler de la concurrence, mais dans les grandes gueules, pardon, mais il y a que dans les grandes gueules, vous aurez un cheminot face à un avocat, un chef d'entreprise face à un prof, et des gens qui n'ont pas les mêmes parcours, je termine, pas les mêmes parcours, pas les mêmes opinions, ils viennent pas des mêmes milieux sociaux, ils habitent pas dans les mêmes endroits, mais qui vont passer 3 heures ensemble à discuter, à dialoguer. Voilà, et CNews, leur difficulté, c'est ça. Par ailleurs. Non, mais leur difficulté, c'est ça, et c'est aussi que quand tu es sur la classe politique, parce que vous allez chercher les gens. Quand c'est la classe politique, tu n'y arrives plus, parce qu'à un moment donné, les gens ne veulent plus venir discuter. Les hommes, ils aiment discuter, mais qu'avec eux
eux-mêmes, tu vois, c'est compliqué. Ce qui est passionnant aussi dans le livre, c'est qu'au fond, on se rend compte à quel point les grandes gueules et le Standard, c'est une sorte de thermomètre et de baromètre de crises qui vont arriver. Sur les gilets jaunes, sur la crise agricole. Tout à l'heure, vous évoquiez... Il y a même eu le référendum de 2005, puisqu'on est né en 2004. Le nom, on l'a vu monter, bien tout avant de suite. que les sondages changent. Alors là, qu'est-ce que vous voyez monter? Ah ben là, la colère. La colère à tous les niveaux. La détestation du monde politique. Non, la colère. La colère, c'est pas de la détestation, c'est de la colère et un peu de défiance. On voit la France des oubliés, des gilets jaunes, c'est pas résolu. On voit les artisans, les chefs d'entreprise, comme je te le disais tout à l'heure, qui ne cessent de dire mais arrêtez de promettre, faites. On entend les paysans dire il y a un an, on en était là, un an après, ça continue. Donc c'est plutôt si tu veux, ce fait de dire à chaque fois ça pardon, on dit voilà ce qu'on va faire pour vous et derrière on le fait pas. Moi je pense qu'il y a aussi quand même la peur du déclassement qui est très forte chez beaucoup de nos concitoyens, d'autant plus que le discours politique n'est pas un discours d'espoir. Je reviens à notre début de conversation sur Trump, qui a beaucoup de défauts, mais qui à mon avis a gagné parce qu'il a offert de l'espoir à une partie des Américains sur le travail, sur la réussite, et je pense qu'il manque en France dans le discours politique. Emmanuel Macron l'a tenu un peu en 2017, mais ensuite il l'a oublié, mais c'est effectivement faire naître l'espoir. Et aujourd'hui, les Français voient leur pays quand même se faire déclasser sur la scène internationale. On a quand même beaucoup de problèmes économiques et sociaux non résolus. On a un État qui ne se réforme pas et on sait qu'il y a plein de choses à changer. En fait, il y a une espèce d'impuissance par rapport à tout ça. C'est le succès de Trump. Trump, le succès, c'est il leur dit, je vais vous redonner la force de ce pays. Il a un discours hyper optimiste. Avec Musk à ses côtés. Ouais, oui, mais il parle de l'âge d'or. Mais Musk, il est quand même le mec qui te dit, on va aller sur Mars. C'est quand même plus séduisant qu'un certain nombre de gens autour de Macron. Non, je rajoute pas. Non, mais moi, je dirais d'une manière générale, la classe politique dans son ensemble. Il y a ça, et puis oui, parce que les gens, ils détestent pas la classe politique. Moi, je le vois. Non, ils n'y croient plus. Ils ont quand même voté en masse. Ils trouvent quand même, Robert Ménard, ils ont quand même voté en juillet en masse. Ils trouvent quand même que la classe politique a baissé de niveau depuis 20 ans. Non, ça c'est vos discours à vous. Ça c'est. Ah bon? Mais ouais, mais ils disent pas ça. Ils ont envie de mecs qui a un peu de couilles et qui fassent ce qu'ils disent. Ils te le disent tout le temps. Les gens, quand ils t'aiment, ils te disent juste, on vous demande pas de promettre 10 000 choses, mais ce que vous voulez faire, ce que vous dites, vous le faites. Il y a pas longtemps, là, au moment où on a recommencé. Tu es pas d'accord avec ça? Si, mais justement, regarde, l'hiver arrive. Et on commence à avoir des appels. Alors même si l'électricité, le prix d'énergie, l'essence a baissé, mais des appels en disant mais on nous avait pas promis qu'on sortirait du marché de l'électricité. On n'avait pas dit qu'on allait essayer de déréglementer ça de façon à ce qu'on paye notre électricité moins cher. On n'avait pas dit on envisage plutôt de taxer l'électricité. Pendant un temps, on avait justement l'électricité la moins chère du monde parce qu'on avait le nucléaire qui était là pour nous protéger. Et donc si tu veux, entre ce qui a été fait au moment où il y a la flambée et maintenant on dit mais on a résolu le problème? Non, parce que on a agi ou pas? Les gens, ils veulent. Et donc c'est pour ça qu'on ne croit plus parce qu'on a l'impression qu'on parle et qu'on n'agit pas. Alors attends, mais quand même moi je suis un peu plus optimiste que vous parce que cette année, record de participation aux européennes, forte mobilisation des Français aux législatives. Alors après le résultat, à mon avis, ne satisfait personne, mais je ne crois pas que les Français se détournent du politique. Ah mais moi je crois pas. Je crois pas du tout. Si les maires sont populaires. Je parle des maires en général, c'est parce que t'es obligé de faire. C'est-à-dire que comme tu te les payes, tous les gens, tu les as tout le temps. Moi, si je dis un truc, je le fais pas. Dans la rue, tous les jours, il y a des gens qui vont me le rappeler. La classe politique, une partie de la classe politique, elle vit trop loin des gens. Moi, je suis un populiste. Vrai. Je pense qu'il faut rendre des comptes. C'est une erreur de supprimer le non-cumul des mandats. Mais bien sûr. Et en même temps, attends, pour pas dire n'importe quoi, en même temps, je me dis, comment je pourrais être maire en étant député? Honnêtement, moi, ça me prend tellement de temps. Oui, mais être député, ça servait à avoir les leviers. Ça servait à avoir les leviers pour pouvoir bénéficier ça te servait à quoi? De pouvoir croiser. Moi, j'avais ma femme qui faisait ça. Nous, c'était le cumul à 2. Oui, c'est pas mal, en fait. Et ouais. Oui. Tu rigoles, les Ménards ont contourné la loi. Non, mais c'est vrai. Parce qu'un député, mais c'est ce que vous dites. Tu vois, les ministres. À quoi il sert? Et c'était aller voir un ministre à la fin des questions de gouvernement pour lui dire, ah oui, et puis tu oublies pas. Mais c'est ça qui compte. La gare chez moi, vous avez promis. Alors après, pardon, mais le Parti Socialiste et les LR se sont effondrés
et c'était l'ancien monde avec des députés maires. On cumulait d'ailleurs des fonctions. On était président d'un parti, député, maire, président. C'est les partis qui posent problème. Je te jure, c'est les en partis. tant qu'écurie présidentielle, parce que ça devient des écuries présidentielles dans ces cas-là. Alain, un mot pour terminer sur la liberté de parole, parce qu'on dit beaucoup, on peut plus rien dire. Aujourd'hui, on est enfermé. Est-ce que, Alain, vous qui avez effectivement cette capacité à comparer par rapport au début des Grandes Gueules en 2004, vous pouvez dire plus de choses, moins de choses, autant de choses? Moi, je pense, moi, je pense qu'on peut dire les choses. Effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'on est beaucoup plus surveillé et beaucoup plus dénoncé. Moi, c'est ça qui me frappe depuis 20 ans. On va dire les choses. Bah si, tu peux les dire. Ça, on peut les dire franchement. Le problème, c'est ceux qui prennent ça pour eux. C'est la société de la vexation, la société de l'indignation, et derrière on dénonce. Mais ça n'empêche pas de dire les choses. Et on le fait. Non, la nouveauté depuis 20 ans, puisqu'on est né avec Facebook, 2004. C'est les réseaux sociaux. C'est la naissance des grandes gueules et la naissance de Facebook. Ça nous rajeunit pas. Michel Barnier était déjà ministre. Mais à l'époque, mais Jordan Bardella était pendant plusieurs années, on a fait l'émission sans se soucier des réseaux sociaux. Et les grandes gueules ne se souciaient pas des réseaux sociaux. Moi, je pense que, contrairement à ce que dit Alain, je pense que la liberté est menacée par les réseaux sociaux. Zora Habitant était vendredi dans l'émission, on a fait une très belle émission au salon du Made in France. Elle a tenu des propos sur ce qui s'était passé à Amsterdam. Elle condamnait. Eh bien, depuis, elle est menacée de mort. Elle nous a envoyé le mail qu'elle a reçu. C'était vraiment. Ça ne vous empêche pas de les dire. Non. Si, parce que je pense que ça perturbe nos grandes gueules et ça les autocensure. Moi, je pense que tous les journalistes qui disent on est muselé, je te les enverrai en Chine populaire, ils verraient parce que il faut juste arrêter de conneries. Non, moi, ce qui m'a. Il y a plus de haine quand même aujourd'hui. Non, ce qui m'affole, tu sais, c'est que les gens lisent, n'écoutent, ne vont les réseaux que pour avoir un miroir en face d'eux. C'est-à-dire chacun est enfermé, tu sais, dans son algorithme, les réseaux. Voilà. Et dans son algorithme. C'est-à-dire que tu écoutes les émissions que tu partages, tu lis que ce que tu partages. C'est pour ça qu'il faut lire les grandes gueules. Voilà, merci. Un livre d'ouverture. Merci à ces 3 grandes gueules sur ce plateau. Merci Robert Ménard. Merci infiniment à Marcel Olivier Truchot. Les grandes gueules, 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel. C'est formidable et je dis pas ça que parce que ce sont mes collègues et que je les adore, mais merci, le livre est vraiment formidable. Il est très bien. Et il est très bien, voilà. Jamais autant adressé. Même Robert Ménard le dit. C'est la fin de C'est pas tous les jours dimanche. C'est BFM. Comment? Et moi, je suis pas de BFM. C'est vrai. C'est très bien. C'est la fin de C'est pas tous les jours dimanche. Tout de suite, le 120 minutes avec Léopold Audebert. Allez, l'info continue sur BFM TV.